Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il revoir complètement notre politique en matière de drogue depuis l'été dernier avec le débat sur la gare du Midi, mais aussi la fusillade à Anderlecht, les menaces d'enlèvement du ministre de la Justice ou l'ouverture prochaine du procès Sky ici, la question est devenue lancinante. Alors à l'approche des prochaines élections, peut-on ouvrir une réflexion sur la répression, sur l'accompagnement des toxicomanes, envisager des changements de législation? L'exemple portugais que plusieurs parlementaires bruxellois sont allés étudier est-il un exemple qu'on pourrait appliquer aussi en Belgique? C'est le débat que Plus d'actu pose ce soir. Voilà, et pour débattre, nous accueillons deux invités. Stéphane Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la FEDA. Alors la FEDA, c'est la Fédération bruxelloise des institutions spécialisées en matière de drogue et d'addiction. Exactement. Voilà, autrefois c'était la FEDITO. Pour ceux qui ont un petit peu de mémoire et qui connaissent ce dossier, Vincent De Wolf, vous êtes le bourgmestre d'Etterbeek, également député bruxellois, membre du mouvement réformateur. Avant de vous donner la parole à tous les deux, un témoignage, celui de Denis Culus. C'est un citoyen, il appartient à un groupe d'habitants du quartier Ribeaucourt, à Molenbeek, groupe qui a tenté à plusieurs reprises d'alerter les pouvoirs locaux sur la situation qui est vécue autour de cette station de métro. A priori, des courriers qui sont restés plutôt sans réponse jusqu'à présent. Il était mardi matin dans Bonjour Bruxelles. On l'a vu à la télé par rapport à la gare du Midi, on parle d'un plan gare du Nord aussi. On a reçu une réponse de Elke van den Brand à propos d'équipes mobiles dans le métro, mais personnellement, on ne les a jamais vues. Personnellement, avec notre groupe, on ne les a jamais vues à Ribeaucourt, alors qu'on est clairement un des nœuds. Quand on arrive sur le quai et qu'on se retrouve avec 15 personnes qui sont en train de consommer du crack, clairement, on se dit qu'on est susceptible d'avoir des problèmes. Après, il y a un problème de salubrité parce que ça amène des déchets assez sensibles qui peuvent amener quand même des gros problèmes de santé. Et puis, il y a le problème de santé en tant que tel pour les consommateurs de crack qui sont là et qui sont à l'agonie pour certains, quoi. Ici, il faut de la consultation. On sera là pour donner notre vécu et notre ressenti. Après, nous ne sommes pas des professionnels de la santé. Donc, je crois que c'est surtout ça qu'il y a besoin. C'est de pousser cette réflexion plus loin et surtout de monter d'un cran dans les priorités de la gestion de notre ville, quoi. Vincent De Wolf, alors on parle ici avec un simple citoyen de la situation du ressenti à Ribeaucourt, mais on sait qu'il y a aussi des tensions autour de la gare du Nord, on a parlé de la gare du Midi, du quartier Isère, vous avez vous-même attiré l'attention sur les stations de métro qui se trouvent sur le territoire de la commune d'Etterbeek. Est-ce que c'est toute la région bruxelloise qui est aujourd'hui concernée par le trafic et la consommation de stupéfiants? Alors, la réponse est oui, évidemment à des niveaux divers. Donc, c'est sûr que les stations qui ont été citées à Molenbeek sont sans doute plus impactées que d'autres, mais j'ai attiré l'attention là-dessus, m'avait invité à ce sujet. C'est le cas aussi, par exemple, à Mérode, c'est parfois le cas à Montgomery, c'est le cas à Jourdan. Et c'est un phénomène qui s'étend compte tenu du nombre de personnes qui consomment. Oui. Oui, ce sont les stations de métro ou les grandes gares de la SNCB qui servent de spot qui attirent? Oui, parce que c'est lié aussi aux personnes sans toit, c'est lié aussi à des personnes qui sont sur le territoire sans possibilité de régularisation. Et les stations de métro sont des possibilité aujourd'hui d'avoir en quelque sorte des lieux où on se cache, on est sous les quais, dans les cabines techniques, c'est assez abominable pour ces personnes. Et ce phénomène est en croissance à peu près de 20% sur 2 ans. Ouais. Alors Stéphane Leclerc, je voudrais qu'on parle un petit peu des différentes drogues. Il y a eu une évolution en région bruxelloise, on parlait beaucoup de l'héroïne autrefois, on sait qu'il y a eu maintenant l'arrivée du crack. Est-ce que l'emprise de la drogue s'est accrue avec la diversification des produits ? Alors, si on prend une période plus longue, si on prend les 20 dernières années, on peut dire qu'en effet, il y a eu vraiment une croissance du phénomène des drogues et des addictions, donc pas uniquement les substances, mais aussi les comportements addictifs sans substance. Globalement, une augmentation des consommations d'un grand nombre de substances, une diminution, par contre, des consommations d'héroïne. Et alors, ces dernières années, en effet, l'apparition, ou pas l'apparition, en tout cas, la croissance de la présence du crack, notamment en lien avec les personnes en situation de grande précarité en rue dans divers quartiers à Bruxelles. Oui, ça veut dire que des drogues qui sont moins chères, mais qui sont aussi prisées de populations plus en situation de précarité. Moins chères, c'est-à-dire qu'en effet, elles sont formatées pour être vendues par petites doses, donc
pas trop cher, mais voilà, le crack est une drogue qui a un effet très rapide, mais aussi très court, et donc qui peut induire une consommation élevée au cours d'une journée. Donc les gens sont amenés à en racheter, et donc au final, ça peut être très cher en fait. Oui, et ça crée une très grande dépendance. Et ça crée en effet une grande dépendance, et c'est une des difficultés, c'est que avec l'héroïne, nous pouvions offrir des traitements de substitution, donc beaucoup des spectateurs ont entendu parler de la méthadone ou d'autres options, mais avec le crack, avec la cocaïne, les services de santé, pour le moment, n'ont pas cet outil qu'est l'offre d'un traitement de substitution pour travailler avec ces publics. Oui, j'ai lu dans une étude que 11% des Bruxellois reconnaissaient avoir déjà consommé une drogue autre que le cannabis. Donc on parle dans le langage courant des drogues plus dures que le cannabis. C'est un chiffre qui est étonnant, vous le confirmez ? Écoutez, nous sommes dans une société qui promeut la performance, la rapidité, et en effet, il y a depuis pas mal d'années une plus grande accessibilité envers toutes les couches de la population de diverses substances. Et oui, les consommations, pas uniquement auprès des publics les plus visibles dans les espaces publics, mais en effet auprès de tout type de public, de tout âge. Ouais. Et donc on parle d'héroïne, on parle de crack, on peut parler de cocaïne dans des milieux plus aisés, plus d'affaires. Mais beaucoup d'alcool également. Donc un des problèmes principaux en termes de gestion de ce phénomène des drogues, ce sont également les drogues légales, l'alcool, le tabac, les détournements, mésusages de médicaments. Ça prend également énormément de place. Le protoxyde d'azote chez les jeunes, etc. Je retourne chez le bourgmestre Vincent De Wolf. Quand on constate un phénomène d'assuétude, que notamment vos services de police ou vos services sociaux identifient une consommation problématique chez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez les moyens de l'envoyer, par exemple, en cure de désintoxication ? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un ? Est-ce qu'on peut le convaincre ? C'est quoi la procédure à suivre ? Et est-ce qu'on trouve des places ? Bon, vos questions sont toutes pertinentes, les réponses ne sont pas si faciles. Je commence par la fin. Est-ce qu'on trouve des places ? Non. Sauf erreur de ma part, actuellement, il y a 8 places. D'ailleurs, mon collègue de la ville est sorti à ce sujet Philippe Claude. suite à ma sortie d'ailleurs à ce sujet, en dénonçant le fait qu'à Bruckmann, il y a 8 places. Ce qui est évidemment lamentable et ridicule pour une ville comme la nôtre, avec 1 200 000 habitants, un grand nombre de personnes en précarité, un grand nombre de personnes sans emploi, un grand nombre de personnes en addiction. Et donc, c'est ce qu'on a été faire. Je présidais la petite mission qui a eu lieu là à Lisbonne. Oui, on y reviendra tout à l'heure. On a vraiment été émerveillés par le fait qu'il faut faire quoi ? Il faut, avec les éducateurs de rue, assistants sociaux, faire un travail de première ligne, donner confiance à ces personnes. Et moi, je pense qu'il faut agir en 3 temps. Il faut pouvoir leur donner une possibilité d'une sorte de halte avec un lieu où ils peuvent consommer de manière plus sécurisée, donner confiance. Après ça, s'inspirer de ce qui s'est fait à Paris, avec l'association Açor, où il y a alors des possibilités de rester un temps un peu plus long avant même d'être à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils m'ont dit, les éducateurs, pour être clair, quand 2 fois sur 10 au maximum, on arrive à convaincre quelqu'un qui est dans une addiction importante, le crack par exemple, de nous suivre pour aller à l'hôpital, quand on est enfin reçu, on nous dit qu'il faut attendre 6 mois. Évidemment, il n'y a aucun drogué qui est dans l'addiction qui va attendre 6 mois et tous les contacts sont perdus. Donc, c'est pour ça que j'ai organisé une table ronde pour en parler avec différents intervenants. Oui, je retourne chez vous, Monsieur Leclerc. On dit parfois la drogue, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'un malaise psychologique ou psychique. On lit souvent, d'ailleurs, addiction et santé mentale. Ça peut être le symptôme aussi d'un décrochage social profond. Vous êtes d'accord avec cette lecture-là ou pas ? En tout cas, quand il y a une consommation problématique ou une addiction, souvent, en effet, la consommation de drogue n'est pas la cause, mais bien, en effet, peut-être une réponse pas adaptée à la situation. Mais il ne faut pas oublier non plus que les motivations sont très diverses. C'est-à-dire que les gens qui consomment des drogues en prennent pour la sociabilisation. Comme on boit un verre d'alcool en famille pour être plus détendu, par exemple. Il y a vraiment de tout. Baisser le niveau de souffrance, d'anxiété, voilà. Qu'est-ce que vous appelez une consommation problématique et qu'est-ce que c'est qu'une consommation non problématique ? On peut avoir des consommations non problématiques de produits qui peuvent être très addictifs ? Il y a toujours un risque. Voilà, on peut prendre l'exemple de l'alcool. En effet, il y a moyen de boire une bière de temps en temps. Il y a toujours le risque, et c'est toujours mauvais pour la santé, de toute façon, au niveau biologique en tout cas. Mais on peut en effet avoir une consommation qui, pour soi-même, pour son entourage, peut être gérable, et c'est en fait la majorité du temps le cas. Mais un certain nombre de personnes, en effet, développent
des problèmes avec la gestion familiale, le travail ou une addiction. Alors, on est dans une situation particulière à Bruxelles. Vincent Deholf, d'abord, on sait que la Belgique, c'est une porte d'entrée d'un certain nombre de drogues, et en particulier de la cocaïne en Europe. Et on dit souvent que Bruxelles, c'est aussi un petit peu le hub logistique d'un certain nombre de trafiquants qui sont impliqués dans ces trafics. On a des chiffres qui sont assez alarmants sur ce qui se passe au port d'Anvers, où on a saisi plus d'une centaine de tonnes. On estime qu'il y a au moins 1 millier de tonnes de cocaïne qui transitent chaque année à Anvers. Est-ce que c'est un phénomène qui est aujourd'hui plus prégnant qu'il n'était il y a 5, 10 ou 15 ans? Et est-ce qu'il vous inquiète? Et est-ce que vous êtes inquiet sur le futur? Ou est-ce qu'on a aujourd'hui pris la mesure et les pouvoirs publics sont en train de réagir? Écoutez, l'inquiétude seule ne sert à rien. Ça conduit à l'angoisse et à l'immobilisme. Donc moi, je n'ai jamais été comme ça. Mais je crois qu'il faut se rappeler qu'en Belgique, d'une part, aujourd'hui, l'immigration n'est pas bien gérée ni traitée pour ceux qui sont là sans possibilité de s'intégrer ou de se régulariser. C'est un élément. Il y a un lien entre immigration et consommation de drogue. Ce n'est pas ça que je dis. Il y a un lien lié aux trafiquants. Par exemple, les MENA, par exemple, les mineurs non accompagnés, qui sont là. Désœuvrés. Ce sont des proies faciles, malheureusement, pour ceux qui veulent leur dire, tiens, voilà, tu as des petites doses ici, tu peux les remettre, etc. Et donc, ces gens, alors, assez facilement... deviennent une main-d'œuvre pour les trafiquants. Deviennent une main-d'œuvre, et les autres sont, malheureusement, avec le crack, on en parlait, très vite, ils sont accrochés. Parce qu'après 3-4 doses, il y a une addiction qui vient, ça dure peu longtemps, ils font de la mendicité... Les SDF, les sans-domicile sont très touchés par ça. Et donc, ce que je voulais dire, le problème de la gestion de l'accès au territoire, le problème de la gestion de la drogue avec les trafiquants à haute échelle, c'est le fédéral qui doit le faire. Le fédéral s'est désinvesti à Bruxelles, et il y a une prise de conscience aujourd'hui. J'ai confiance que ça bouge, mais c'est très important de le faire. Le niveau suivant, je suis rapide, c'est la prévention. Et la prévention, c'est la région. Et puis, j'ai appris ça, et je le savais, puisque je le vis au quotidien, avec l'Observatoire des drogues au Portugal, c'est le niveau local qui doit agir, mais alors en synergie avec l'ensemble des acteurs. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose la question à tous les deux, on ne doit pas poser le constat que notre stratégie de drogue, on a une vieille loi sur les drogues qui date de 1921, si je ne me trompe pas, elle arrive un petit peu... à bout de souffle. Oui, elle arrive à son terme, et il faut réfléchir à autre chose. Est-ce qu'on peut dire l'approche sécuritaire qui était la nôtre, qui date peut-être de drogues précédentes, et notamment de l'héroïne? Pour moi, l'usager, il ne faut pas le poursuivre, s'il n'est que usager. Voilà, vous avez déjà répondu à la question. Stéphane Leclerc. Oui, tout à fait. En fait, cette loi qui est centenaire n'est plus adaptée à la société contemporaine. Elle avait été pensée pour protéger les citoyens, mais il faut bien acter que maintenant, ça n'est plus efficace. Donc, bien sûr, il faut que la police, la justice fassent son travail, continue à lutter contre les réseaux criminels qui sont devenus de plus en plus riches, de plus en plus puissants, de plus en plus violents. Mais néanmoins, cette loi se centre toujours sur les aspects prohibitifs et répressifs, et ça ne se montre pas efficace. La preuve en est, de nos jours, les drogues sont plus présentes que jamais, partout, en rue, sur Internet. La qualité n'a pas baissé, les prix non plus. Et donc, on peut le voir, et même avec, vous avez, en introduction de cette émission, fait référence à l'opération Sky ECC. Donc, la police a fait un excellent grâce à l'exploitation de messages cryptés, oui, qui ont été traqués par la police. La police a fait un excellent boulot. Il y a 2-3 ans, ils ont réussi à arrêter des centaines de criminels. Il y a eu de plus en plus de saisies, donc on a saisi des kilos et des kilos de drogue, notamment au port d'Anvers. Quel est l'impact sur la circulation des drogues dans le pays? Dernièrement, les drogues sont toujours là, aussi présentes qu'avant, c'est-à-dire que l'impact est minime. C'est-à-dire penser que c'est le côté répressif ou la sanction qui va permettre de gérer le phénomène des drogues, c'est illusoire. Il faut recentrer les politiques sur la santé publique, le social, et aller chercher des réponses de ce côté-là. Vous êtes d'accord avec ça, Vincent Deholf? On doit changer de stratégie. Il y a théoriquement une évaluation de la loi qui est en préparation au Sénat. On attend le rapport, peut-être qu'il tombera avant les élections. Vous avez l'air de faire non de la tête. Non, mais je dis non par rapport à... Il ne faut pas se tromper. Donc je veux dire, il est clair que vendre de la drogue, exploiter la misère d'autrui, c'est un crime grave. Il faut être sévère, il faut poursuivre et mettre beaucoup plus de moyens. Ça, c'est absolument certain. Il n'a pas dit autre chose. Hein. Oui, mais il a dit qu'il faut aussi mettre l'accent sur le social. Alors, donc, je dirais, il faut bien distinguer les dealers, ceux qui, effectivement,
vendent de la drogue et s'enrichissent par rapport à ça, sans pitié à ce niveau-là. Les usagers qui ne sont que usagers et qui ne vivent pas de la drogue, ça c'est un problème de santé. Comme ils le font effectivement au Portugal et un problème social. Je vous propose justement d'entendre un autre parlementaire qui était avec vous dans une mission justement d'études au Portugal pour voir comment fonctionne ce modèle portugais. C'est Djamali Casban, député pour le Parti socialiste. Il était dans notre studio le 10 novembre. On a ici à Bruxelles créé récemment une salle de consommation à moindre risque. C'est la deuxième après celle de Liège, mais vous savez qu'il en existe beaucoup au Portugal et donc on a un certain recul par rapport à l'expérience. Et donc on évite des consommations en rue, sur l'espace public, dans les métros, dans les parcs, et on permet à des gens qui vont de toute façon consommer des drogues de pouvoir le faire dans un cadre balisé, sanitaire. Ouais. Si on évite déjà la consommation en rue, c'est déjà une victoire. Si on évite déjà des overdoses, c'est déjà une deuxième victoire. Donc je pense que c'est pas la panacée. Je pense qu'il faut continuer à lutter contre le trafic de drogue. Ça aussi, je tiens quand même à le rappeler. Donc lutter fermement contre le trafic de drogue et tout qui le finance. Ça veut dire qu'on continue à interpeller des dealers et à les condamner, hein ? Ah bien sûr. Ouais. Mais pas les consommateurs. Pas les consommateurs, je pense que les consommateurs, ce sont des victimes. Il faut faire la distinction entre les victimes de la toxicomanie et ceux qui, finalement, créent le trafic de drogue et le deal dans nos rues, dans nos quartiers. Au Portugal, qu'est-ce qui a fait à un moment donné que la classe politique a pris conscience du phénomène? C'est qu'ils se sont rendus compte que dans quasi toutes les familles, il y avait une personne qui était touchée par la toxicomanie et qu'il y avait énormément de morts. C'est ça qui, à un moment donné, a fait qu'il y ait une prise de conscience. Et je ne voudrais pas qu'on arrive à ce constat-là ici en Belgique, qu'on prenne les expériences positives que nous avons ici en Europe, au Portugal en l'occurrence. Donc il faut accélérer. Il faut accélérer. Alors, il faut accélérer, dit Djamali Casban. Stéphane Leclerc, donc l'exemple portugais, il est assez intéressant. Hein, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a eu un changement de législation. Les substances restent interdites, mais la détention en petite quantité pour usage personnel, ça ne constitue plus un délit. Est-ce que ça marche, cette politique ? Alors, voilà, c'est un phénomène complexe. Il n'y a pas de réponse simple et rapide, mais en tout cas, c'est extrêmement inspirant. Ils ont recentré leur politique drogue sur le soin, la prévention, une réponse graduée, basée sur des données scientifiques. Ils ont clairement décidé de rehausser l'offre structurée, spécialisée des services de soins et de prévention. Et ils ont aussi fait des innovations législatives, c'est-à-dire séparer et clairement faire une distinction entre la détention pour usage du trafic. Et avec la question de l'usage, les personnes, en cas d'infraction, sont renvoyées vers une commission qui s'appelle la commission de dissuasion de la toxicomanie et donc vers une filière sociale santé. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la filière judiciaire, ils n'encombrent plus les tribunaux. Voilà, écoutez, quelqu'un qui a des problèmes avec sa consommation de drogue, ce n'est pas les prisons, la justice ou la police qui va pouvoir l'aider à s'en sortir. Donc, essayons de ne pas perdre de temps à ce qu'il soit dans cette filière, en fait, mais qu'il soit au plus tôt dans une filière sociale santé. Et alors, est-ce que ça marche ? On dit qu'au Portugal, il y a moins de mortalité liée à l'usage de drogue qu'avant. Est-ce qu'il y a aussi moins de consommation ? On a des données ou pas ? Alors, il y a eu moins de mortalité par surdose, moins de contamination virale, tout ce qui était sida, hépatite C, par exemple, une hausse d'accès aux services, aux dispositifs de réduction des risques. Alors, sur la consommation générale de la population, c'est sur ces dernières 20 années, en effet, également au Portugal comme en Belgique, il y a une augmentation générale. Et en tout cas, au Portugal, elle n'a pas été plus haute, elle est même moins haute que dans d'autres pays. Et on voit aussi que ce n'est pas toujours la sanction ou la loi d'un pays qui a le plus d'influence là-dessus. On voit très bien, par exemple, qu'en France, qui est un pays très répressif, il y a de plus haute consommation de cannabis qu'aux Pays-Bas, juste à côté de nous, où l'accès est beaucoup plus facile. Ouais. Inspirant, a dit Stéphane Leclerc, l'exemple portugais. Est-ce que vous partagez le même adjectif ? Non seulement inspirant, mais je m'en suis inspiré. Parce que j'ai organisé... Oui, vous avez dit que dans votre commune, vous ne seriez pas contre une salle de consommation à moindre risque. Je voudrais être clair à ce sujet-là. La salle de consommation permet d'éviter les consommations en rue, mais ça ne résout pas un problème. Ça évite les overdoses, ça vérifie la qualité, il y a un bilan qui est fait de la personne, et on sait qu'il n'y aura pas de contamination au niveau hygiénique. C'est déjà beaucoup, mais ça ne résout rien. C'est un travail de première ligne, il faut pouvoir alors travailler avec la personne. Et c'est ce que moi j'essaye de faire avec l'appui de la région. Je vais interpeller le ministre-président là-dessus. On a fait une plateforme avec la police, avec Transit, avec les assistants sociaux, les éducateurs de rue, l'ensemble des dispositifs pour que, parce que ce que M. Lefebvre n'a pas dit, mais il l'a suggéré, c'est qu'en fait, non seulement ils attrapent, je dirais, positivement le drogué
pour essayer de le traiter directement et de l'accrocher dans les dispositifs, mais ils commencent tout de suite la réinsertion sociale. Ouais. Ils n'ont pas de sanction, ils doivent aller se former, ils doivent pouvoir aller suivre des cours. Et ce qu'on avait à la première réunion là, avec tout le monde, par exemple, proposé, c'était que demain, les éducateurs de rue, assistants sociaux, policiers, auraient la même formation unique à Bruxelles par rapport à ces problèmes. Je reste un instant sur ces salles de consommation moindre risque. On imagine bien que ça marche sur l'héroïne, par exemple. Est-ce que ça marche sur d'autres types de drogues? Est-ce que sur le crack, par exemple, ou est-ce que sur d'autres produits qui pourraient arriver, c'est la bonne réponse, Stéphane Leclerc? C'est une réponse, c'est un outil parmi d'autres pour travailler avec ces populations qui sont des personnes qui sont des citoyens qui ont vécu souvent des parcours de vie très accidentés, des traumas, des situations très difficiles. Il faut essayer de les raccrocher, de les ramener vers la société, vers le soin, mais ce n'est pas suffisant, comme disait M. De Wolf. Il faut également renforcer grandement sanitaire à Bruxelles, et social, des projets aussi sont en cours de discussion pour augmenter les possibilités, notamment de logement. Il y a un gros problème de logement, d'accès au logement, d'accompagnement au logement, d'abri, de soins, un renfort de psychologues dans nos services qui sont complètement saturés, débordés. Les travailleurs sont dans une situation maintenant très très difficile. Les burn-out augmentent dans nos services. On a du mal à maintenir les équipes parce que les besoins sont croissants et pas uniquement avec ces populations précaires dont on parle beaucoup récemment avec la crise liée au crack, mais surtout finalement à ces 7000 personnes qui ont été recensées par Bruxelles, pas en situation de sans-abrisme. Il nous reste une minute. Je voudrais vous poser la question cruciale, Vincent De Wolf. Est-ce qu'il est temps de revoir notre législation? Est-ce que ça va être un thème de campagne? Et est-ce que, par exemple, on a entendu Djamali Kasban faire part quand même une certaine admiration pour le modèle portugais. Est-ce que vous êtes prêt dans votre parti à dire, on doit changer nos législations, il faut qu'on aille vers ça? Je l'ai fait. J'ai fait une note. Est-ce que vous avez été entendu? Question suivante. Je n'ai pas été critiqué. Donc je suis quand même sorti très clairement en disant il faut changer le paradigme, il faut sanctionner durement les dealers, il faut aider les usagers, il faut les sortir de là. On sent que vous êtes quand même assez proche de la position de Djamali Kasban. Donc là, socialiste et vous, c'est plutôt lui qui est proche de la mienne, mais ce n'est pas grave, on pense la même chose à ce niveau-là. Très clairement aussi, les trois fédérations belges, donc en Wallonie, à Flandre et à Bruxelles, sont explicitement en faveur de cette décriminalisation des usagers. Il faut agir en 3 temps pour les drogués. Il faut d'abord un espace tampon de repos et à cet égard-là, les salles de consommation peuvent être une aide. Il faut les prolonger. Après ça, il faut avoir la possibilité d'héberger les personnes pendant quelques mois pour les maintenir jusqu'au moment où ils vont à l'hôpital et par la suite, on leur trouve un logement. Et comme ça, on évite qu'ils décrochent complètement et qu'ils soient en rue. Évidemment, c'est du budget, c'est du travail et du personnel et c'est une collaboration fédérale, prévention et communale. Est-ce qu'on va pouvoir en parler pendant la campagne électorale? Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle pendant la campagne électorale? C'est un sujet important. Moi, si on m'interroge par rapport à ça, mon discours, il est construit. Est-ce que vous avez l'espoir qu'on en parle pendant la campagne électorale? Il faut que la santé et le social remontent bien haut dans les sujets de préoccupation et de débat de cette campagne électorale. Ça doit être fait sincèrement, en tout cas. Voilà. Merci à tous les deux, Vincent De Wolf, Stéphane Leclerc. Merci d'avoir participé à ce débat. Demain, on parlera des fake news dans Plus d'actu. Rendez-vous demain à 17h et puis on sera là demain aussi à 7h pour Bonjour Bruxelles. Continuez à bien vous informer et à demain.